Imaginez devoir vendre un hélico à votre audience, le tout avec un seul mail. Comment feriez-vous? Eh bien, ce challenge, c'est celui qu'a accepté Sami Terki. Je vous le présente. Il faisait ses études tranquillement à 21 ans, mais il n'est pas passionné. Il se balade sur YouTube, voilà, de temps en temps comme tous les étudiants, et il tombe régulièrement sur des vidéos inspirationnelles. Vous savez, c'est les vidéos, Antoine BM, Yomi Denzel, toutes ces vidéos-là qui vous montrent la vie de rêve de web entrepreneur, etc. Et forcément, Sami, il est sceptique. À l'époque, il a jamais mis le pied dans ce monde-là, donc il se dit, ouais, c'est une arnaque, le truc, les gars peuvent pas gagner des millions comme ça en vendant des vidéos. Sauf que Sami, il pousse, et plus il creuse dans le truc, plus il se rend compte que c'est concret, quoi. Donc au bout d'un moment, il se dit, ouais, en fait, c'est vrai, quoi. Du coup, il décide de se lancer. Lui, il était passionné de course à pied, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a lancé un blog sur la course à pied. Et quand il a atteint ses 500 inscrits, il a décidé de lancer sa première formation. Et là, ça a été un énorme succès. Il a fait une vente à 50 €. C'est peu. Et c'est là où il a découvert en fait l'importance du copywriting et l'importance de savoir vendre, parce que avoir des gens qui le suivaient, il s'est rendu compte que ça suffisait pas à gagner de l'argent. Du coup, il a commencé à se former au copywriting à travers des formations, à travers des livres. Puis au fur et à mesure, il s'est rendu compte que ce qui lui plaisait vraiment, c'était de faire du copywriting, et donc il s'est lancé. Sauf que sur le marché, vous le savez, il commençait à y avoir de plus en plus de gens. Sami s'en est bien rendu compte lui aussi, et du coup, il s'est tout simplement spécialisé comme copywriter sportif. C'est-à-dire qu'il écrirait du copywriting pour ceux qui parlent de sport. Et dès le deuxième mois, il a fait 5 000 € de chiffre d'affaires. Du coup, bien évidemment, il a quitté ses études, puisqu'il avait trouvé un truc qui lui plaisait, qui lui donnait envie de se lever le matin, donc il n'avait aucune raison de continuer ses études. Et aujourd'hui, il vit de son activité à plein temps, et il génère à peu près 5 000 € de chiffre d'affaires par mois, en ayant 3 clients par mois. Ah oui, et durant sa carrière, il a pu collaborer avec un champion olympique de ski, et avec le préparateur mental d'un champion de décathlon. Mais ce que j'aime le plus chez Sami, c'est ses posts LinkedIn. Je trouve qu'il a toujours les mots justes pour, en seulement quelques lignes, nous transmettre un message, nous transmettre une idée ou nous faire changer un peu notre vision du monde sur un point précis. Et c'est ce truc-là précisément qui m'a donné envie de discuter avec lui. Et voilà pour vous une petite liste non exhaustive de ce dont on a parlé. La méthode Keeply pour créer des posts LinkedIn qui résonnent avec votre prospect. Comment bien copier les autres et pourquoi les textes à trous ne marchent pas. Comment vendre un hélico avec un seul email. Le mythe du copywriting. Savoir non, un copywriter ne gagne pas forcément bien sa vie. Pourquoi les plans clés en main enterrent votre succès et que faire à la place. L'entraînement futsal pour booster la valeur de vos emails, c'est assez hardcore à faire mais ça marche du feu de Dieu. La poubelle qui nourrit votre cerveau et la règle des 3 paliers de Mozart pour devenir un virtuose du copywriting. Sur ce, lancez l'interview. Sami, t'es quelqu'un qui publie pas mal sur LinkedIn, 2 posts par semaine. Et moi je me suis beaucoup intéressé à tes posts, je les trouve vraiment très très cool. Genre, je les ai d'ailleurs tous lus. Et j'aimerais savoir, en fait, quand je lis tes posts, par exemple, le post sur la pub, je sais pas comment elle s'appelle, le Keeply, je crois, pour les matchs naturels. Keeply. Ouais, c'est ça. Keeply. Je l'ai trouvé vachement cool. Je me suis dit, c'est quoi ton processus de réflexion derrière pour faire ces posts? Genre, quand tu te poses devant ton ordinateur, tu te dis quoi pour écrire un post comme ça? Dans l'exemple Keeply, c'est un peu différent parce qu'en fait, c'est juste la pub, je l'ai vue quand j'étais dans le métro. Et ouais. À partir du moment où tu t'intéresses un peu au marketing, à la pub, au copywriting, tu regardes plus les pubs avec le même angle en fait. T'es consommateur, mais t'es aussi un peu analyste, tu vois. Donc tu vas aller chercher des trucs, soit tu vas essayer de comprendre si ça te plaît, pourquoi ça te plaît, soit si t'es pas convaincu, tu vas te dire comment j'aurais fait à la place. Là par exemple, Keeply, quand je l'ai vu, je me suis dit c'est pas fou. Je pense que tu mettras au montage un screen de la pub pour que je comprenne, mais la pub je la trouvais pas folle, je trouvais que c'était pas super persuasif, et quand je l'ai vu dans le métro, je me suis dit en fait ça serait super simple de faire mieux, et je l'ai pris en photo et je l'ai gardé dans mon téléphone. Puis après quand j'ai je te vois bien dans le métro en train de prendre la photo, le mec en train de prendre la photo d'une pub, c'est moi, voilà, ce truc que personne ne fait quoi. Et après quand je me pose sur Notion pour écrire mes posts, ça fait que j'ai un peu une base de données de trucs que j'ai déjà vus ou qui m'ont fait réfléchir. Okay. Et sur lesquels je peux parler. Après l'analyse, quand j'ai pris la photo, je l'avais pas spécialement en tête. C'est une fois que j'ai regardé la pub au moment d'écrire où je me suis dit bon, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que j'aurais fait de mieux, et voilà. Mais en fait c'est juste la perception que tu as de tout ce qui t'entoure quoi. Tous les messages publicitaires, une fois que tu t'intéresses au marketing, au copywriting, tu le vois plus pareil, et donc ça t'alimente constamment quoi. Ok. Ouais, donc tu te dis t'as une base de données avec Notion, si je dis pas de bêtises, c'est un logiciel de prise de notes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, et donc en fait, toi, quand tu prends ton poste, tu vas piocher dans toutes les idées que tu as et tu vas te dire, j'ai cette idée, je me lance, c'est ça?
Bah, en fait, le truc, c'est que partir de zéro devant une page blanche, enfin, tout le monde va dire la même chose, mais partir de zéro pour écrire un truc quand t'as aucune idée même de sujet ni quoi que ce soit, c'est super dur. Donc, le plus simple, c'est tout au long de la semaine, même quand t'es pas en train de bosser, quand t'as un petit truc qui te vient ou que t'entends quelque chose qui te fait réfléchir, tu le notes. Bah, moi, je le note dans Notion, tu peux le noter dans un carnet, peu importe. Ouais. Et après, bah, à partir de là, tu vas commencer à avoir des idées qui font que quand tu te poses pour écrire, t'as pas le stress de partir de rien, quoi. Ok, ouais, t'as déjà ton truc avec toutes tes idées. Mm. Ok, ouais, effectivement, j'ai le même truc avec un Google Doc où Ouais, voilà. je note toutes mes idées. D'ailleurs, j'ai un bon exercice que je fais moi tous les matins. Ça peut être intéressant pour développer sa créativité. C'est que tous les matins, je m'oblige à noter 5 idées de vidéos. Même si c'est Ouais. de la merde, même si quoi que ce soit, mais Ouais, j'en bah ouais. note 5 tous les jours. Comme ça, en fait, ça m'entraîne à Ouais. développer ce muscle Ouais, de exactement. d'aller chercher dans les idées. Et t'as un processus précis pour tes posts LinkedIn ou tu te dis juste pose devant et t'écris? Bah, j'ai un processus maintenant, surtout, on va dire, sur une fois que le post est publié, d'analyse et de voir ce qui marche et ce qui marche pas pour mieux faire sur les prochains. C'est-à-dire Ok. qu'avant, j'écrivais, je publiais, puis des fois ça marchait pas et je savais pas du tout pourquoi. Maintenant, Ok. j'essaye, bon alors ça reste très amateur, mais je me suis fait, pas pareil, dans Notion, une table, un peu, un espèce de tableur Excel qui classe mes posts selon leur performance, selon le nombre de vues, nombre de commentaires et nombre de likes que ça génère. Comme Ouais. ça, je vois bah, quel sujet marche le mieux, quel sujet marche le moins bien, et il faut pas que j'en parle parce que tout le monde s'en fout. Ok. Et après, comme ça, je peux essayer de reproduire vraiment les top performers, si tu veux, et d'avoir Ouais. que des posts qui créent de l'engagement. Mais après, c'est beaucoup du test, quoi, parce que même si je vois que, par exemple, mes 3 meilleurs posts, bah, c'est une analyse de pub, un post qui parle vraiment de copywriting, et je sais pas, un post qui parle de psychologie, Ouais. c'est pas garanti que dès que je vais faire une analyse de pub, ça va marcher, tu vois. Enfin, Ouais, bien sûr, sinon ce serait c'est trop simple. super. Ouais, non, mais c'est super. Ça repose beaucoup sur du test et c'est aussi un peu. Il y a une part d'aléatoire aussi, j'ai l'impression. Ou alors, j'ai pas encore tout compris à LinkedIn, mais Ouais, non, mais après, c'est sûr, il faut, si ça serait trop facile, tout le monde le ferait. Enfin, t'aurais un processus automatique qui fonctionnerait ouais, à chaque fois. Heureusement que c'est compliqué, finalement, j'ai envie de dire qu'on est carrément. un peu une barrière. Et c'est quand tu m'as dit que t'avais des trucs qui marchaient un peu, que t'avais noté sur Notion, tu dirais que c'est quoi ce que t'as constaté qui marchait bien dans tes posts? Bah, les analyses de pub, j'en ai fait 2 ou 3, mais ça marche plutôt bien parce que les gens, tout le monde voit les mêmes pubs en fait. Donc, si tu parles d'une pub que les gens ont vue, ils vont se dire ah ouais, c'est vrai. Et puis, si c'est des gens qui n'ont pas l'expertise de voir un peu pourquoi ça marche, ça va les intéresser toujours. Ouais. Après, tout ce qui va toucher aux problématiques de freelancing au sens large, pas que de copywriting, ça globalement ça intéresse parce que sur LinkedIn, je suis pas mal connecté à d'autres freelances, pas forcément que des copywriters, mais je sais pas, des experts SEO, peu importe, trucs comme ça. Ouais. Ça marche assez bien, mais en fait, globalement, ce qui marche, ça va beaucoup dépendre des gens auxquels tu es connecté dans ton réseau, quoi. Bien Si, sûr. par exemple, un copywriter sur LinkedIn, dont le nom m'échappe, mais c'est le mec qui fait Thibaut Louis, voilà, Ouais, je vois. qui a une page où il fait pas mal de mèmes et tout. Lui, il est vachement connecté sur LinkedIn à des CEO de start-up et tout. Et ses posts touchent beaucoup à ces problématiques-là. Et pourtant, il est copywriter aussi, mais il n'a pas du tout le même type de contenu que moi, parce que c'est pas la même cible et c'est pas le même, c'est pas les mêmes problématiques derrière. Moi, c'est plus des freelances, donc les problématiques, elles sont différentes. Ok. Ok, ok. Et ouais, donc tu dirais c'est... j'ai un blanc. Tu dirais donc c'est toi sur un aspect... Ça arrive à tout le monde. Ça va venir. Bref, j'ai un blackout, tant pis, c'est pas grave. Non, t'inquiète. Et du coup, pour les posts LinkedIn, est-ce que quand t'écris, t'as un truc sur lequel t'es focus, tu te dis, tu vois, genre, je sais pas, tu te dis, moi, faut que mon post soit le plus simple possible, ou il faut qu'il soit le plus court possible, ou il faut qu'il soit le plus impactant. Est-ce que t'as un truc focus toujours ou Bah, on va dire j'ai 2 focus. Le premier, ça va être la première phrase ou les 2 premières phrases. Parce que bah, tu sais comment ça marche sur LinkedIn, tu as Bien la sûr. première phrase ou les 2 premières, ensuite tu as le bouton voir plus. Donc si les gens n'ont pas envie de cliquer sur voir plus, ils vont jamais lire tout ce que tu as à raconter. Donc pour qu'ils cliquent là-dessus, il faut que la toute première phrase que tu racontes soit intéressante. Ok. Donc ça, c'est vrai que j'essaie de passer pas mal de temps à réfléchir à comment elle peut être perçue, comment on peut mieux faire, machin. Et après, le deuxième focus, c'est que j'essaye de pas faire un post juste instructif où les gens ont rien à dire. Tu vois, par exemple, si je fais un post où les gens lisent, ils disent ah ouais c'est cool, mais on s'en fout, on n'a rien à commenter, on n'a rien à rajouter.
bah, c'est le genre de truc qui passe complètement inaperçu et c'est ce que j'avais tendance un peu à faire au début. C'est-à-dire que je disais des trucs qui, je pense, étaient intéressants, mais il n'y avait rien à rajouter. Faut quand même que ton post il puisse laisser la porte ouverte à de la discussion, à de la réaction, à de l'interaction. Parce que bah, c'est pas un cours magistral, quoi. LinkedIn, t'es là pour échanger avec les gens et tout, donc faut que les gens sentent que tu les invites un peu à participer. Ok, ouais, je trouve ça grave intéressant le truc de réaction. Effectivement, j'avais regardé un peu tes posts. Je pense que les posts de ce que j'avais vu qui fonctionnaient le mieux, c'était ceux où soit tu disais directement, par exemple, avec Kiply, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous pouvez améliorer. Un truc que je trouve aussi super intéressant, c'est en mode quand tu donnais ton avis sur un sujet un peu, par exemple, le copywriting honnête, les gens qui se manifestent copywriter honnête ou éthique, et que du coup, en fait, ça implique les gens en mode ah ouais, moi je pense ça ou moi je pense différemment, mais du coup, ça lance la discussion. Ouais. Après, la difficulté, c'est de pas tomber dans le débat pour créer un débat. Non, quoi. ouais, c'est-à-dire que t'as raison. c'est facile, surtout ce qui touche le marketing, c'est facile d'avoir des prises de position qui vont faire parler. Enfin, c'est pas, il y a des tas de gens qui font ça, surtout sur le marketing en ligne, les formations, les entrepreneurs, ça, il y a pas mal de gens qui se positionnent comme ça, c'est assez simple. Mais après, il faut quand même que ta prise de position elle apporte quelque chose, que tu sois pas juste là pour provoquer et pour créer de la réaction, parce que ça reste quand même un réseau professionnel, donc tu défends un peu ton image pro vis-à-vis de potentiels clients. Si t'es là juste à faire le clown et à mettre de l'huile sur le feu, ok, tes posts ils feront de la réaction, mais derrière, je suis pas sûr que ça se concrétise avec des nouveaux clients, quoi. Ouais, c'est le fameux truc, aller chercher des vues juste pour faire des vues, mais il se passe rien derrière, ou faire moins de vues, mais que ces vues soient de qualité. Et du coup, après, ça rapporte du vrai argent, quoi. Exactement. Tu m'avais parlé quand on avait échangé un peu par LinkedIn, un truc qui t'intéressait, c'était comment faire pour avoir un angle original sans être en mode grande littérature. Toi, du coup, comment tu t'y prends pour trouver des angles originaux? Ouais, c'est ça, parce que en fait, la difficulté, je pense, quand t'es copywriter, c'est que t'as quand même un métier qui touche à l'écrit, tu vois. Donc, tu peux être tenté par moment de jouer à l'écrivain, si tu veux, de commencer à faire des belles phrases, trouver des belles métaphores et tout. Ou la belle punchline aussi. C'est ça. Ouais, trouver des beaux jeux de mots, sauf que faut rester focus sur l'objectif, c'est que quand même ta copie à la fin, elle est censée concrétiser un appel à l'action, soit vendre, soit faire que les gens vont cliquer pour aller voir une vidéo, peu importe. Ouais. Donc la créativité, je pense que c'est déjà ça va dépendre beaucoup du marché sur lequel tu es. Par exemple, on va dire le marketing en ligne, c'est un truc qui est ultra saturé. Les gens, ils ont vu 1 milliard de discours, de formations en ligne et tout. Ouais. Là, la créativité, elle va être beaucoup plus importante que par exemple un mec qui va parler à, je sais pas, des personnes qui ont plus de 55 ans, qui sont peut-être pas trop familières avec le monde du marketing en ligne, où finalement les formules classiques, tu vois, elles fonctionnent encore en fait. C'est-à-dire que parfois être créatif, c'est pas toujours nécessaire. C'est-à-dire que ça sert à rien de réinventer la roue si la roue elle roule bien, quoi. Tu vois, si tu parles à des gens qui sont pas trop familiers avec les messages marketing, tu fais un truc basique et ça va cartonner en fait. Ok. Ouais, il faut être original quand c'est utile. Faut pas être original pour faire rire les potes, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que ça, c'est un truc qu'on voit pas mal dans la pub ou sur des sites internet, des landing pages où t'as une marque qui a trouvé un beau jeu de mots avec son nom et du coup ils en sont fiers, ils en font leur slogan. Sauf qu'au final le slogan il veut rien dire et tu sais même pas ce que la marque elle fait ou est-ce que c'est fait pour toi et tout. Donc ça on s'en fout en fait. Genre c'est rigolo mais une pub c'est pas fait pour être fun, quoi. C'est fait pour créer de la curiosité ou faire acheter ou quelque chose comme ça. Clairement, ouais, j'en avais parlé dans une de mes premières vidéos, un truc que je trouvais grave intéressant, en fait, c'était cette idée que tous les gens veulent être, il y a beaucoup de gens qui veulent, moi, je veux faire des vidéos originales, moi, je veux faire des textes originaux, et ce que je disais, c'est qu'en fait, être original, ça sert à rien si, par exemple, imaginons, c'est Marketing Mania qui parlait de ça, il disait, imaginons, t'as une brosse à dents, et ta brosse à dents, elle fait aussi couteau de cuisine. Ouais. C'est original, ça ne sert à rien, c'est genre complètement, c'est super chiant, tu vois. Autant avoir une brosse à dents et un couteau de cuisine. Et ce qu'il racontait, c'est qu'en fait, il faut que l'originalité ait un but. Et moi, j'avais cette phrase que j'aimais bien, c'est faut que tu leur donnes la même chose, mais d'une nouvelle façon. Dans le sens, en fait, faut que tu répondes toujours aux mêmes besoins de vendre à la personne, mais le faire d'une façon originale qui serve ce besoin. Et pas juste être original pour être original. Ouais, c'est clair. C'est totalement ça. Et donc ce que tu me dis, ça me fait penser à ça, être en mode, voilà, pas juste être original pour être original, mais avoir un but derrière.
Ouais, exactement. Et du coup, toi, en termes d'originalité, comment tu t'y prends pour aller chercher cette originalité, mais qui soit efficace? Bah, l'originalité, par exemple, si je prends un cas très concret, ce qui marche assez bien, genre si tu fais je sais pas, si t'as une liste email et que tu t'adresses à elle régulièrement, c'est d'aller essayer de faire des parallèles entre ta thématique et une thématique complètement différente, mais qui parle aussi à tes prospects. Genre, si par exemple, je sais pas, tu vends des formations, je sais pas, des formations pro pour des bouchers, par exemple, tous les matins, tu parles de boucherie, bon, ok. Bah, il y a un matin, tu vas faire un parallèle entre la boucherie et, je sais pas, par exemple, le rugby, si t'as des bouchers qui sont fans de rugby dans ta liste. Enfin, c'est complètement théorique, hein, mais voilà. Ouais. Et tu vas réussir à faire un parallèle entre ce qui se passe dans le rugby et ce qui se passe dans la boucherie, parce que déjà, eux, ils vont se dire, tiens, c'est marrant, aujourd'hui, ils ne parlent pas de viande, de bœuf et tout, machin. Donc, je vais lire. Et en plus, c'est une super manière d'expliquer des concepts et de persuader, en fait. C'est qu'en passant par des images, en passant par des histoires qui ont peut-être rien à voir avec ta thématique, tu peux facilement faire en sorte que les gens comprennent d'eux-mêmes là où tu veux les amener, quoi. Et ça, c'est un truc qui est super puissant, quoi. De réussir à ce que les gens se persuadent eux-mêmes parce que tu leur as raconté une histoire et qu'ils comprennent un peu la morale qu'il y a derrière. Et ça, c'est assez facile de faire ça en faisant des parallèles entre ta thématique et une autre. Ok, donc l'idée pour être original, c'est de prendre des exemples, de faire des métaphores qui sont pour faire comprendre un concept de ta thématique, mais en prenant des images d'autres domaines. Ouais, oui, ou juste, sinon c'est quand t'es dans une thématique, d'aller voir ce qui se fait ailleurs et ce qui marche ailleurs, et de réussir à le réadapter à l'univers dans lequel t'es, quoi. T'as un exemple ou pas un exemple là-dessus, honnêtement, bah ouais, si on veut, parce que par exemple, j'ai vu par exemple un titre de bouquin alors j'ai plus le nom du bouquin en tête, mais qui était assez réussi et qui derrière j'avais réussi à retransformer la structure du titre du bouquin pour en faire un titre d'un email dans une thématique qui avait rien à voir. Genre, je sais pas, c'était un bouquin sur le marketing, le titre, je trouvais qu'il était bien formulé, c'était bien pensé, la structure. Je l'ai réutilisé pour un titre d'un email d'un client qui est dans le tennis. Ça a absolument rien à voir, mais j'ai vu la structure, ça m'a plu et je l'ai réutilisé. Ok. Donc prends un truc d'un autre domaine et le réadapter à ton domaine. Ouais. Okay. Et moi, je voudrais juste faire un petit warning par rapport à ça. J'ai réfléchissé à ce genre de truc, entre guillemets, tu vois, c'est copier en réadaptant. Et ce que je trouve intéressant, c'est en fait de copier, mais seulement quand tu comprends l'intention derrière. Dans le sens que si tu arrives et que tu copies par exemple, le truc classique, c'est tu débutes en infoprenariat, tu sais pas comment écrire une page de vente, tu vas copier une autre page de vente en remplaçant les mots copywriting par photo. Par exemple, là, si tu fais juste ça, t'es dans la merde parce que tu sais pas en fait pourquoi la personne a écrit derrière. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller prendre cette page de vente, de regarder la page de vente, et si jamais tu comprends la structure derrière, là du coup tu peux la recopier et la réadapter à ton cas, mais à être en mode copier que si... ce que je viens de dire. Copier, non, mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire que faut pas copier la forme, mais il faut copier un peu l'idée qu'il y a derrière. Tu copies le fond, quoi, par exemple. Ou alors copier la forme que quand c'est pertinent. Mais comme tu as dit, les pages de vente, c'est pas des textes à trous. Tu peux pas juste remplacer le mot de la thématique photo par le mot tennis ou foot et ça va marcher, c'est pas possible. Ouais, clairement. Même si on aimerait bien avoir comme on nous vend les textes à trous en 7 étapes pour faire 1 million d'euros de vente. Oui, les pages de vente texte à trous, en vrai, enfin, je pense que c'est quand même une bonne base, tu vois, quand t'as pas envie de te faire chier et que tu veux juste avoir un texte après correct, ça marche, mais bon, c'est pas s'attendre à des miracles, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, c'est texte à trous, mais c'est quand même... Enfin, moi, j'ai jamais vu ce genre de page, mais je pense que t'as quand même pas mal de trous, entre guillemets, dans le sens pour vraiment adapter en fonction de ce que tu fais, quoi. Oui, c'est des trous quand même de plusieurs lignes, hein. C'est pas c'est pas vraiment un texte à trous au sens où tu as juste rajouté un mot, quoi. C'est ça, non, mais parce que ça, on sait pas, tu peux dire texte à trous, ok, je mets photo là, c'est bon, ma page de vente, elle est faite, quoi. Non. Bon, en parlant de texte à trous, on va aller vers un truc qui n'a rien à voir, mais il me faut une transition, donc je fais comme je peux.
On va parler de la fameuse question de l'hélico que je t'ai envoyée avant l'interview parce que celle-là, il fallait quand même que tu prennes le temps d'y réfléchir. Si tu as un peu le contexte pour ceux qui nous écoutent. Donc, ce que j'ai envoyé à Samy, je lui ai dit, ok, imagine, tu as une liste email à ta disposition avec un trafic tiède. C'est-à-dire que le trafic, ils savent grosso merdo qui t'es, ils savent un peu, voilà, ce que tu fais, tout ça, mais ils sont ni fans de ce que tu fais, ni te détestent, ils sont neutres, quoi. Juste, ils te connaissent. Et toi, t'as un email pour leur vendre un hélicoptère. Tu te démerdes comme tu veux, mais en un seul email, tu dois essayer de vendre un hélicoptère. Comment tu t'y prends? Déjà, franchement, j'ai pas mal bugué quand tu m'as envoyé la question parce que on va dire qu'un hélicoptère, c'est pas le truc que tu vends le plus souvent par email, je pense. Bah oui, c'est ça l'idée, tu vois. Je sais même pas s'il y a des mecs qui vendent des hélicos par email. Je serais curieux de lire les mails. Je ne sais pas, oui. Ouais, je suis parti du principe, voilà, on sait pas qui y a dans la liste, quel âge ont les personnes et tout. Mais vu que ça m'arrange, je suis parti sur l'idée que c'était on va dire, déjà des gens qui ont qui ont les moyens à peu près financiers intéressants, et on va dire qu'ils sont entre 35, 55 ans, cadres, enfin voilà. Ok, un peu haut placé dans une société, quoi. Ouais, parce qu'il faut quand même, la base c'est quand même de savoir à qui tu vas le vendre ton hélico, parce que si tu veux le vendre à un smicard ou à un mec qui gagne 15 000 euros par mois, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes problèmes derrière, tout ça. Okay. Donc l'idée c'était de me dire, on va parler à par exemple, je sais pas, un mec qui bosse sur Paris à la Défense, tu vois, le cadre dans la finance typique. Ouais. Et d'aller jouer sur le fait que, d'aller jouer sur le problème que viendrait résoudre l'hélico pour lui. Selon moi, ça serait le temps qu'il perd, soit sur le périph' dans les bouchons matin et soir en voiture, soit la frustration de devoir prendre des RER blindés pour aller à la Défense avec 1 milliard de personnes dans la rame, alors qu'il a un niveau de vie qui normalement pourrait lui permettre d'échapper à ça, quoi. Ouais. Genre, tu vois, les mecs qui bossent dans la finance, qui gagnent 7, 8, 10 000 et qui pourtant se retrouvent tous les jours à manger les mêmes métros bondés, quoi. C'est vrai que je pense que normalement ça doit être gavant. Donc l'idée serait de dire, tu vois, là t'es dans une situation qui est aberrante parce que t'as un niveau de vie qui est plus élevé que 89% des Français. Pourtant, tu te tues au taf, et pourtant tous les matins, tous les soirs, t'es encore en train de te faire chier 1 heure dans les RER, 1 heure dans les bouchons, et tout ça c'est du temps que tu perds soit pour développer ta carrière, pour aller, je sais pas, le poste au-dessus, avoir plus de responsabilités, machin. Ouais. Soit tout simplement du temps que tu perds pour être avec tes enfants, avec ta famille, machin. Déjà que tu les vois pas beaucoup. Là, en plus, le temps, tu le perds pas pour bosser, mais juste à rien faire. Donc la solution, ça serait que, bon, je suppose que à la Défense, tu vois, t'as des grandes tours, il y en a peut-être 1 ou 2 qui a un héliport, j'en sais rien. Ok, on suit pas, c'est plus simple. À partir du principe qu'il y a des héliports à la Défense, la solution, c'est le seul moment dans ta journée où tu peux gagner du temps, c'est sur ce temps de trajet. Donc on va passer de 1 heure de temps de trajet à 5 minutes, 10 minutes. Ouais. Et tu vas passer par le seul moyen de transport qui n'est pas encombré, c'est-à-dire les airs. Donc, c'est ça, c'est le seul truc où il n'y a pas... Ouais, non, mais pour l'instant, le pitch se tient. Le seul endroit où il n'y a pas de bouchon dans Paris, c'est si tu vas dans les airs. Donc, la solution, tu vas bosser dans ta tour en hélico. Tu pars de chez toi, il est 8h, tu arrives au boulot à 8h05. Donc tu te lèves comme d'hab, t'arrives avant tout le monde, et t'as 1 heure pour avancer plus que les autres. Pareil, le soir, eux, ils partent à 17h, ils sont crevés, ils doivent encore se taper 1 heure de bouchon. Toi, tu peux rester 1 heure de plus, continuer à bosser, et au final, en 1 mois, t'auras autant avancé qu'en 3 mois actuellement. Tout ça juste parce que t'as réussi à t'acheter bon, c'est énorme, mais juste parce que tu t'es acheté un hélico. Et en plus, le week-end, tes enfants, ils kifferont quand tu les emmèneras faire un tour au-dessus de la campagne en hélico pour aller voir, je sais pas quoi. Franchement, c'est vrai que quand ils pensent, c'est même pas une mauvaise idée. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus de mecs qui bossent en hélico. Parce que c'est quand même... Tu t'es auto-convaincu d'acheter un hélico. Je suis auto-persuadé d'acheter un hélicoptère, mais je sais même pas où ça se trouve. Mais par contre, non, je pense que ça pourrait en vrai se développer. Les taxis aériens à Paris, c'est un truc qui pourrait être intéressant. Enfin bref. Tu vois l'idée, je pense que voilà, il y a plusieurs prérequis, c'est-à-dire qu'il faut que les gens dans la liste correspondent à cette cible-là. Bien sûr, non mais du coup la liste, on suppose que ça correspond à ce que tu as dit, quoi.
Mais je pense que ça, voilà, je partirais sur un truc comme ça avec voilà, un storytelling sur leurs problèmes dans les transports, donc, machin. tu partirais sur un aspect gagner du temps. Enfin, la solution te permettrait de gagner un temps fou, c'est ça? Ouais, la solution te permet de gagner un temps fou et en plus, si tu parles de. Tu peux aussi jouer sur la manière dont les autres te voient. C'est quand même sacrément stylé d'arriver au taf en hélico pendant que les autres sortent du RER, quoi. Je t'avoue que moi, quand tu me disais ça, je sais pas si c'est suffisant. Enfin, je sais pas combien ça coûte un hélico. J'ai aucune idée du prix d'un hélico, mais tu vois, je me dis dépenser, je sais pas, 100 000 euros pour gagner 1 heure tous les matins, ça fait un peu mal au cul, tu vois. Bah, c'est sûr que 1 heure, c'est beaucoup. Mais, enfin, c'est pas beaucoup, mais en même temps, quand je rapporte 1 heure tous les matins sur une semaine, puis sur un mois, puis sur un an, Ouais, ça commence à faire pas mal, quoi. Et si ouais, tu bien sûr. prends en plus la charge mentale que tu te libères de pas être dans les bouchons à t'énerver et tout aussi, t'es plus Ouais. productif au taf, t'es plus calme, enfin, Ok, il y a pas mal de bénéfices derrière. ok. Ouais, moi je pense que c'est intéressant de lier ça et de mettre partir par rapport à l'avatar que tu m'as dit, du coup, à faire un peu un truc sur l'ego, comme tu disais, d'arriver Ouais. au cadre intensif, parce que le gars qui est cadre dans une boîte, c'est sûr, il se dit je suis meilleur que tout le monde, tu vois. Ouais. Enfin, on se dit tous on est meilleur que Oui. notre voisin, mais lui, il doit vraiment, vraiment bien se le dire, tu vois. Ouais, bah, c'est ça. Et il faut bien qu'il y ait un moment où il arrive à le montrer, quoi. C'est quand même, C'est ça. enfin, si tu te mets à sa place, c'est con d'être l'élite l'élite du pays et de te retrouver bloqué dans les bouchons avec des bouseux. Enfin, voilà. Si tu parles vraiment comme lui, il pourrait parler, c'est ça, quoi. C'est ça, ouais. Faudrait que tu dises, attends, tu crois vraiment que tu mérites d'être dans un métro de merde avec des gens qui sont là, qui gagnent 1 000 euros par mois? Genre, Lui, il est dans sa Tesla Model X et il est bloqué sur les bouchons derrière une vieille 206. Enfin, c'est ça, c'est complètement aberrant. Alors que s'il prenait son hélico, il y aurait personne pour l'emmerder et il arriverait tranquille au top. Conclusion, au moment ta Tesla, achète mon hélico en cliquant sur le bouton. Et bien sûr, rareté, je n'ai qu'un hélico à vendre et vous êtes 10 000. Ouais. Pour le coup, ça, l'effet de rareté sur les produits numériques, c'est compliqué, mais là, sur les hélicos, je pense que ça aurait pas trop de mal Ouais, à passer. je pense on est sur un bon stock de rareté, quoi. Et puis tu vas pas stocker des hélicos chez toi, quoi. C'est clair. Ok, ça va. Bah écoute, je pense que tu as validé la question. C'était assez complet, assez poussé, assez intéressant. Question suivante, avec tout autant peu de transition que d'habitude. C'est quoi, selon toi, le plus grand mythe du copywriting? Le plus grand mythe. Ouais, ou un truc que tu vois tout le temps et tu te dis non, mais ça, c'est des conneries. Bah, plus sur la partie copywriting, si tu veux. Ouais. C'est ce dont je parlais dans un post LinkedIn il y a quelques jours, c'est la rémunération, on va dire. Ouais. Le fait que c'est quand même quelque chose qui est revenu assez récemment, on va dire, avec les infopreneurs et tout, mais comme quoi le copywriting, c'était la compétence idéale pour te faire rémunérer 10 000 euros, 15 000 euros juste en écrivant des mots sur une page. Alors que, fondamentalement, oui, c'est vrai, tu peux gagner 15 000 euros par mois en étant copywriter, en écrivant des mots sur une page. Mais le truc, c'est que ça prend des mois et des mois de taf pour arriver à un niveau de compétence qui est suffisant pour te faire payer aussi cher. Donc, c'est vrai que c'est une compétence, on va dire, qui est peut-être mieux rémunérée que d'autres parce que tu as un impact direct sur les ventes de ton client. Si tu es très bon, tu vas augmenter directement ses chiffres, alors qu'un graphiste, par exemple, l'impact, il est quand même plus difficile à mesurer. Ouais. Mais en même temps, un excellent graphiste, je connais pas les chiffres, mais j'ai aucun doute qu'il gagne très bien sa vie aussi, quoi. Bah, je fais du copywriting avec une graphiste, donc je peux te dire, les chiffres, c'est elle tourne autour de 5 000 euros par mois en étant à 20 heures par semaine, tu vois. Donc, ouais, bah voilà. C'est pas la compétence miracle à développer pour devenir riche. On va dire, si tu deviens très bon, ça sera plus c'est une conséquence. Enfin, si tu deviens très bon copywriter, tu vas très bien te faire payer. Et je pense que si tu deviens un très bon programmeur, tu vas aussi très bien te faire payer, quoi. Ouais. Ok. Donc dans l'idée, le grand mythe, c'est les gens disent ouais, si tu deviens copywriter, tu gagnes 20 000 par mois. Et toi, tu dis non, non. Si tu deviens un bon copywriter, tu gagnes beaucoup d'argent, même titre qu'un bon programmeur gagne beaucoup d'argent.
Bah, c'est ça en fait, c'est que je trouve que ça serait dommage de se lancer là-dedans, surtout en ayant comme seule motivation la rémunération. Ouais. Parce que déjà, les premiers mois, tu vas soit rien gagner, soit gagner beaucoup moins que ce à quoi tu t'attends. Bah, déjà, faut se former, quoi, dans les premiers mois. Déjà, c'est ça. Puis c'est quand même un univers, on va dire, qui est super dense et où il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et à intérioriser. Enfin, c'est un taf qui, intellectuellement, peut être un peu prenant, quoi. Donc, si t'es pas prêt enfin, si tu prends pas de plaisir à le faire pour 100 euros, tu prendras pas forcément plus de plaisir à le faire pour 10 000 euros, quoi. Juste, t'auras 10 000 euros sur ton compte, donc tu seras content. Mais quand tu travailleras, tu te feras chier et tu seras épuisé aussi. C'est ça qu'au final, l'argent que tu le gagnes, c'est pour soit le dépenser pour en gagner plus, soit en dépenser pour kiffer ta vie. Donc, si tu t'amuses à gagner de l'argent, mais que tu passes tout le temps de ta vie à te faire chier pour gagner cet argent, au final, quel est l'intérêt, quoi? Ouais, ça vaut pas trop le coup. Non, faut se lancer vraiment, soit parce que t'as un intérêt plus ou moins prononcé pour l'écriture, quand même, ça aide. Pour la psychologie aussi, forcément. Ouais. Je pense et plus puis, psychologique qu'écriture, parce que moi, pour le coup, je prends mon exemple personnel. Avant de faire du copywriting, je n'avais jamais écrit de ma vie. Genre, j'ai commencé à écrire à mes 17 ans, tu vois. Ouais. Genre, si j'avais dû écrire, je sais pas, 2-3 trucs sur un ordi ou quoi, mais j'étais pas passionné d'écriture. Mais par contre, moi, ce que je kiffais, c'était la psychologie, tu vois. Le fait de comprendre l'être humain, de comprendre pourquoi il fait telle action, pourquoi il fait pas telle action. Et donc, je pense qu'il faut avoir ce truc déjà de base. Ouais, comme tu dis, pas faire ça juste pour l'argent. Ouais, clairement. Et toi, tu kiffes du coup, je pense, le copywriting. Ouais, bah je kiffe la partie. En gros, il y a deux grosses parties. T'as la partie recherche et la partie écriture, si tu veux. Ouais. Au début, j'avais un peu de mal avec la partie recherche parce que c'était pas ce qui me plaisait le plus, mais maintenant, je commence à vraiment bien m'intéresser le fait d'aller creuser un sujet à fond, d'aller voir comment les gens ils en parlent, quels problèmes les gens ont. Et parfois, tu vas te retrouver à aller fouiller Internet sur des sujets qui, à la base, tu t'en foutais. Tu n'aurais jamais fait ces recherches par toi-même. Et c'est assez intéressant. Puis après, la phase d'écriture, moi, naturellement, j'ai toujours plutôt aimé écrire, donc c'est pas un problème. Mais après, c'est sûr que c'est pas non plus de l'écriture classique, quoi. T'écris pas comme t'écrirais un roman, c'est-à-dire que quand tu commences à écrire, en fait, t'as déjà beaucoup de choses qui font que t'as plus qu'à assembler un peu des blocs plutôt que écrire à partir du premier mot jusqu'au dernier. Ok. Ouais, donc comme tu disais, t'as deux phases, recherche et écriture. Toi, écriture, t'étais good, et sur recherche, t'avais un peu plus de mal au début. Et ça m'intéresse parce que moi, je suis comme toi, actuellement, enfin, écriture, genre, je kiffe, tu vois, en mode assembler mes idées et tout. Mais recherche, c'est un truc qui me gave un peu. Enfin, maintenant, je suis passé sur un modèle où j'appelle les gens au téléphone. J'ai arrêté de faire sondage et recherche sur Internet parce que je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Mais effectivement, t'as un peu ce côté de... c'est pas le truc plus kiffant. Et toi, du coup, comment tu l'abordes? C'est en mode curiosité, c'est ça? De découvrir des choses? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, quand tu prends la peine de t'intéresser à un sujet, pour peu que tu aies un minimum de curiosité là-dessus, ça devient assez vite un plaisir. Par exemple, je bosse avec quelqu'un qui est prof d'arts martiaux et de sport de combat. Moi, j'aime bien le sport en général, mais genre, je pratique pas la boxe ni quoi que ce soit. Et je me suis intéressé à aller regarder sur YouTube des vidéos d'entraînement, d'aller voir un peu ce que les gens racontaient sur des forums de boxe et tout, comment ils s'entraînent. Et ça, en fait, tu te rends assez vite compte que c'est super intéressant de s'intéresser aux passions que les gens peuvent avoir et aux problèmes qu'ils ont et comment ils progressent et tout ça. Donc, il faut avoir une curiosité un peu naturelle pour les choses. Si t'as trop d'a priori sur tout, et que par exemple t'es le genre de personne qui dit ouais ça c'est nul alors que t'as jamais essayé, je pense que ça va pas te plaire parce que t'auras pas l'envie naturelle d'aller voir comment ça se passe. Mais si t'as toujours un peu tu vois, si t'es toujours curieux de voir des gens intéressés par quelque chose, de comprendre pourquoi quelqu'un fait un truc radicalement différent des autres, c'est vraiment cool comme partie du travail. Ok, donc tu dirais que c'est plus ça t'ouvre tu dirais que le fait de faire des recherches, ça t'ouvre aux gens à réfléchir, à être ouvert aux personnes qui de base n'étaient pas forcément ouvertes. C'est ça. J'ai une question que j'aime bien qui nous vient de Tony Robbins dans une interview, si j'ai pas de bêtises. Je trouvais incroyable. Est-ce que tu veux des enfants déjà? C'est pas ça la question, mais... Est-ce que j'ai des enfants? Non. Non, est-ce que t'en veux? Est-ce que j'en veux? Oui, sans doute, un jour, okay. Je ne saurais pas te dire quand, mais un jour. Bon,
Bah, imaginons qu'on est dans le cas où tu as eu des enfants, ok? Ouais. Et tu es sur ton lit de mort, malheureusement, tu sais que tu vas bientôt mourir. Ouais. Et sauf qu'il se passe un problème, on sait pas si c'est la banque qui a merdé ou quoi, et tu ne peux pas leur donner tout l'argent que tu as gagné, mais non, tu es millionnaire, multimillionnaire, tu ne peux pas leur donner cet argent. Le seul truc que tu peux leur donner, c'est un plan pour, à leur tour, construire leur propre richesse. Tu leur donnerais quoi comme plan? Ah, c'est intéressant. Putain, ils ont des bonnes questions, les podcasts américains. Ouais, bah, moi je vais m'inspirer d'eux. Hein. Ouais, t'as totalement raison. Bah, je leur donnerais un plan, on va dire, qui est suffisamment flou pour qu'ils l'interprètent un peu comme ils veulent et qu'ils fassent pas forcément exactement ce que j'ai fait déjà. Parce que je trouve que c'est intéressant quand même d'expérimenter par toi-même, de voir ce qui te plaît, même de faire des erreurs. Faut pas que le plan t'empêche de faire des erreurs complètement, parce que sinon si t'as l'impression que tout est trop facile, le jour où t'auras le moindre petit souci, ça va être la fin du monde, alors que si t'es habitué à te planter régulièrement, finalement c'est ok, c'est pas si grave que ça. Okay. Mais ouais, donc un plan suffisamment flou, mais on va dire, je leur dirais déjà, le plan commencerait assez tôt dans la vie, je pense. C'est-à-dire que plutôt, s'ils peuvent commencer à suivre le plan, même à 15-16 ans, c'est top. Commencer à entreprendre des choses de leur côté, à faire des tests, à expérimenter tout ça. Ouais. Et on va dire commencer le plus tôt possible et un peu essayer d'avoir en tête une idée un peu vague de là où tu vas. C'est-à-dire te dire, moi, ce qui me motive pas mal, c'est de me dire, ok, là j'ai 21 ans, j'en suis ici. Si je me donne 20 ans de plus, genre à 40 ans, je suis encore relativement jeune, mais 20 ans c'est énorme. Où est-ce que je serais, je sais pas. Mais l'idée de se dire potentiellement je peux avoir fait quelque chose d'énorme, c'est un côté excitant et c'est ça qui me motive. Donc je trouve que ça c'est alors avec le recul, peut-être que je pourrais leur en dire encore un peu plus à ce sujet-là, je serais passé par toutes ces étapes. Mais globalement c'est ça, commence tôt. Faut que ça soit un peu flou pour pas que ce soit trop tracé, que tu puisses te planter. Et garde bien en tête que là, tu accumules des petits blocs qui font que dans 40 ans, tu auras peut-être un empire énorme à côté de toi. Ok, donc tu seras sur un aspect de déjà avoir une vision, un objectif, en mode tu vas dans cette direction, mais sans leur... Ouais, en fait, tu leur dirais, trouve-toi un phare, mais démerde-toi pour le chemin, quoi. C'est un peu ça. Ok. Je trouve ça grave intéressant, le truc que tu dis par rapport au flou, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, souvent on est en vie, mais tu sais, même quand tu regardes les trucs qu'on te vend ou quoi en mode cette stratégie prouvée, ma méthode que vous pouvez appliquer demain pour avoir tout. Et c'est vrai que c'est intéressant le fait de se planter pour justement progresser par soi-même et pour t'améliorer, parce que c'est sûr que quand tu te prends un gros échec dans la gueule, après tu retiens la leçon et tu refais plus et t'es devenu meilleur, quoi. Ouais, c'est surtout qu'en fait, si tu dépends constamment d'un plan, le jour où c'est à toi un peu de, tu vois, où c'est à toi un peu de dicter les règles et tout, et qu'il n'y a plus personne pour te dire quoi faire, bah tu vas être bloqué, quoi. Enfin, et il y a forcément un moment, si tu réussis en entreprenant, si tu réussis un peu ce que tu fais, il y a un moment où les plans et les astuces, ça sert plus parce que t'es trop avancé ou parce que t'es dans une situation où il y a rien qui répond à tes problèmes. Si t'as toujours été habitué un peu à appliquer le mode d'emploi, bah tu sauras pas quoi faire et tu vas paniquer. Ok. Ouais, du coup, ça serait en fait, faudrait avoir la capacité de créer ses propres plans un peu. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Donc, pour ça, le meilleur moyen de le faire, je pense, c'est d'être dans des situations où t'es un peu dans l'impasse et où bah, tu te démerdes pour t'en sortir, quand même. Ouais, moi, j'aime bien cette philosophie je crois que c'est Olivier Roland qui disait ça dans son livre, je sais plus le nom. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Ouais, exactement. Il était en mode être un sceptique optimiste, un truc comme ça, je sais plus le nom exact. Et dans l'idée, c'est considère que tout ce qu'on te dit c'est vrai. Tu le testes par toi-même et tu regardes si effectivement c'est vrai ou si c'est de la merde. Pas être en mode non mais ça c'est pourri. La personne te dit ça, tu te dis ok bah vas-y je teste tel truc et je regarde par moi-même les résultats sur moi et en fonction j'adapte, je l'utilise dans ma vie ou pas. Et je trouve ça grave intéressant. C'est un truc que j'essaie d'appliquer au quotidien. Quand les gens me disent un truc, je pars du principe que c'est vrai, mais je l'essaye et je regarde si effectivement c'est vrai ou si ça marche pas pour moi, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu le principe de dire qu'il n'y a pas de... Que ce soit dans le business ou ailleurs, il n'y a pas de vérité absolue, quoi. Globalement, c'est un peu... Quand tu essayes un peu de sortir des grandes lignes imposées, tu vois que finalement, parfois, il y a plein de trucs qui marchent. Juste, c'est pas comme ça que les gens réfléchissent en général, comme ça que les gens font. Mais globalement, il n'y a rien qui t'interdit parfois de sortir un peu du chemin et de suivre un conseil un peu bizarre ou au contraire de pas suivre un conseil trop normal.
Clairement. Ouais, bah, je disais un truc super intéressant, je trouvais ça grave bien par rapport à Warren Buffett. Un truc tout con, mais à Warren Buffett, lui, il expliquait enfin, je sais pas, c'est ça, mais un des points de son succès, c'est que quand il était jeune, Warren Buffett, il était super timide, il était super introverti. Non, timide, pas introverti. Mais il a compris l'importance du réseau très tôt. Et en fait, lui, il avait lu Comment se faire des amis. Et ce qu'il disait, Olivier Roland, c'est qu'il avait tout simplement appliqué tous les conseils de comment se faire des amis. Mais il s'était pas dit, ouais, c'est évident, je le fais déjà, tu vois. Il s'était dit, non, ok, je vais essayer d'appliquer un conseil par semaine pendant un an. Et c'était ça qui lui avait permis, lui, de développer ce truc-là. Donc, d'être vraiment en mode tester, appliquer. Ouais. La prochaine question, elle est un peu classique, mais ça m'intéresse grave de savoir, toi, comment tu t'y prends, parce que je suis pas mal dans ces trucs en ce moment, à réfléchir là-dedans. C'est de savoir comment est-ce que toi, tu te formes au copywriting au quotidien. Dans l'idée, c'est quoi les petites tâches chiantes que tu fais au quotidien, que tu sais que ça va te rapporter gros sur le long terme, mais c'est pas le truc, la folie à dire, tu vois, en mode waouh, tous les matins je me lave les dents, quoi. Ouais, bah la tâche vraiment, on va dire un peu chiante, c'est d'avoir une boîte mail poubelle où tu vas t'inscrire à tout en fait, genre les pubs YouTube qui tournent avant les vidéos, les pubs Facebook et tout. Dès que tu as l'impression que c'est un peu bien fait, tu cliques dessus, tu zappes pas et tu t'inscris avec une boîte mail poubelle pour voir un peu derrière le contenu qu'il y a, voir s'il y a des choses intéressantes, voir ce qui est bien fait, voir ce qui est pas bien fait. C'est pas forcément passionnant parce que du coup tu te retrouves avec une boîte mail où tu as 600 mails non lus et parfois c'est un peu chiant de plonger dedans. Ouais. Mais en même temps c'est bien parce que sans y passer trop de temps, genre si tu viens une fois dessus tous les 3-4 jours, tu tombes sur des bonnes idées, tu tombes sur des trucs, tu dis ah ça c'est cool comme accroche, ah ça c'est une bonne manière d'aborder un problème. Donc voilà, en vrai c'est un swipe file, hein, c'est le fameux truc dont tous les copywriters parlent. Mais c'est pas super sexy à faire, mais ça nourrit un peu le cerveau, quoi. Ok, toi tu le fais régulièrement d'aller dans cette boîte mail et de lire les emails spam? Ouais, bah c'est pas vraiment du spam parce que par exemple, il y en a où c'est des newsletters vraiment de qualité et tout. C'est juste que j'ai pas envie de le recevoir dans ma boîte mail perso. Mais après, ouais, j'y vais. J'essaye d'y aller max tous les 3 jours parce qu'après, quand ça s'accumule trop, j'ai pas le courage de repasser à travers tout. Parce que s'il y a une vingtaine ou une trentaine de mails qui arrivent tous les jours, ça fait très vite beaucoup, quoi. Ouais, c'est sûr. Bon, après, tu regardes, après, tu tries les meilleurs. Enfin, tu regardes un peu. En vrai, ça peut être intéressant d'avoir plein de mails parce que du coup, tu peux voir, toi, qu'est-ce qui attire le plus ton attention, qu'est-ce qui te fait le plus cliquer. Et du coup, va avoir un filtre de se dire, tiens, celui-là, il a plus attiré l'attention que les autres, quoi. Ouais, bah ouais, aussi, ouais, c'est ça. Rien que sur le titre et les 2-3 premières lignes du mail, qu'est-ce qui fait que là, j'ai envie d'aller le lire et pas celui-là, quoi. Ok. Et est-ce que tu as d'autres façons, enfin d'autres tâches comme ça que tu pratiques au quotidien qui permettent de t'améliorer en copywriting? Ouais, après c'est pas des tâches chiantes. Enfin, tu vois, juste la lecture, essayer de rester un peu au fait de ce qui se passe, quoi, tout simplement. Ouais. Donc, ça, par exemple sur LinkedIn en suivant d'autres copywriters ou de la lecture, ça peut être des vieux bouquins ou des bouquins plus actuels. Même parfois, tu peux avoir des idées dans des livres qui n'ont rien à voir avec le marketing ou le copywriting, mais juste essayer d'être un peu constamment en train de te former, d'apprendre des choses. te former, d'apprendre des choses et même des choses qui n'ont rien à voir, tu vas pouvoir peut-être les utiliser pour avoir un angle nouveau, faire comme on disait tout à l'heure, des parallèles avec d'autres thématiques, enfin des trucs comme ça. Ok, comme par exemple apprendre à vendre en hélicoptère. Exactement. Ouais, donc les trucs classiques d'apprentissage. Et est-ce que tu écris tous les jours ou pas? Ouais, j'écris tous les jours. Bah, j'ai un client pour qui je rédige les emails quotidiens. Ouais. Alors j'essaye de prendre un peu d'avance et tout, mais j'écris quand même tous les jours pour lui. Et c'est franchement, si tu veux te former au copywriting, en vrai, c'est le meilleur exercice. Soit pour un client, bah, t'écris tous les jours pour lui, c'est le top. Soit si t'as pas de client, bah, tu vas te créer un compte LinkedIn et tu vas faire un post par jour, ou tu vas essayer de créer une newsletter et d'envoyer un mail par jour, même s'il y a personne qui te lit, c'est pas grave. Juste comme ça, tu t'entraînes et tu deviens meilleur, quoi. Ouais, bah j'écoutais un truc à Tugan Barra, je sais pas si tu vois qui c'est ce type. Ouais, je vois. Ouais. Alors, en ce moment, je suis à fond sur lui et j'écoutais dans une de ses formations. Il expliquait un truc qui était grave intéressant. Il était en mode pourquoi est-ce que les Brésiliens ils sont bien meilleurs au foot que le reste du monde, tu vois, en moyenne, on va dire. Et il expliquait qu'en fait, les Brésiliens ils ont un jeu qui s'appelle le Puzzi. C'est le futsal, pardon, Futsal.
Ouais. Et qu'en fait, c'est alors je me souviens plus précisément, mais en gros, c'est un tout petit terrain en 5 contre 5 et ils ont un ballon qui est beaucoup plus lourd que le vrai ballon de foot. Et du coup, ce qu'ils disaient, c'est qu'en fait, eux, quand ils jouent au foot, ça leur paraît super simple pour eux parce que quand ils jouent au futsal, ils ont des énormes contraintes par rapport au ballon. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Et quand ils passent au foot, ils sont un peu en mode waouh, c'est trop simple ce truc. Pour reprendre une référence, je sais pas si vous aurez la référence, mais ça me fait penser à Naruto aussi, avec pour ceux qui connaissent, avec Bruce Lee. Non, c'est pas Bruce Lee, c'est. T'as vu Naruto ou pas, toi? Non, mais suffisamment pour savoir qu'il n'y a pas Bruce Lee dans Naruto. Okay. Ça. Bon, j'abandonne cette métaphore, mais en gros, c'est un gars dans Naruto qui se mettait constamment des poids à ses poignets et à ses jambes. Ouais. Et en fait, le jour où il les retire, tu te rends compte qu'il est ultra rapide et tout ça. Et en fait, il expliquait avoir un peu cette même idée pour le copywriting que je trouvais super intéressant. C'est, par exemple, écrire un mail quotidien, mais tu dois te mettre une contrainte. Genre, tu as 300 mots maximum, et en 300 mots, tu dois faire passer le maximum d'outils de persuasion, le truc comme ça. Ou alors, tu as 10 minutes pour écrire le mail, ou alors tu dois mettre 5 mots dans le mail, tu vois. Et tous les jours, faire un truc comme ça avec une contrainte, pour justement, en fait, le jour où tu peux écrire sans contrainte, tu seras encore meilleur que si jamais tu t'entraînes à écrire tous les jours, mais sans contrainte. Et je crois que c'est super intéressant. Ouais, c'est intelligent. Dis-moi, Samy, ça a été quoi une des pires conneries que tu as faites en copywriting? Dire oui à des projets où je sentais dès le début que ça allait pas trop ça allait pas trop bien se passer, quoi, si tu veux. Tu peux me donner un exemple précis? Quand t'es, on va dire, le 20 décembre et que le lancement c'est, on va dire, le 23 décembre et que le mec a ni séquence email ni page de vente et qu'il te dit t'inquiète, ça va bien se passer et que tu connais pas non plus la thématique, c'est le genre de moment où c'est le bordel en fait. Enfin, ouais. T'écris un mail, il est envoyé 5 minutes après. Parfois c'est le client lui-même qui écrit un mail parce qu'il n'y a pas le temps. Enfin, la page de vente, tu l'envoies, il la relit, mais en même temps il n'a pas le temps de la relire parce qu'il est en train de préparer les vidéos de lancement. Enfin, c'est l'enfer. Globalement, les meilleurs projets, c'est ceux où il y a de l'avance, quoi. Et les trucs où tu sais que ça va être du travail stressant, c'est les pires trucs. Ok, donc ouais, la connerie que t'as faite, c'était prendre un projet alors que le gars te dit dans 3 jours c'est lancé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand le mec il se rend compte que merde, j'ai pas de page de vente, il faut que je trouve un copywriter. C'est trop tard en général. Ouais, j'avais vu que tu disais un post en mode, même pour le copywriter, je sais plus si c'est une raison de pas prendre un copywriter. Quand le copywriter te dit c'est bon, dans une semaine, je peux écrire la page de vente. C'est ça, en fait, là, si tu le fais, tu sais que le gars, il aura le temps de faire 0 recherche et qu'il va écrire au feeling, quoi. Ouais, c'est si t'as de la chance, tu peux taper juste, mais c'est de la chance. C'est pas du travail, quoi. Ouais, c'est ça. Tu dis, t'as une intuition et ton intuition était juste, mais t'as moins de chance que si jamais tu vas faire des recherches, même si tu peux pas toujours taper juste, bien évidemment, même avec les recherches. Oui. Mais t'augmentes tes chances, on va dire, d'avoir un toucher quand tu fais les recherches. Après, tu peux écrire en te fiant à ton intuition, mais ça veut dire que tu connais le business de ton client depuis 5 mois, 6 mois, ou d'un moment, tu sais ce qui marche, ce qui marche pas. Mais quand tu prends un projet comme ça de zéro, tu peux pas te permettre, juste par respect pour les personnes qui te payent, enfin, tu peux pas te permettre de faire ça à l'arrache et de dire on verra bien, alors que elle a beaucoup d'argent en jeu. Enfin, c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est ça. L'intuition, c'est bien quand tu t'y connais déjà un petit peu, pas quand t'arrives en mode YOLO. C'est une règle, un truc en musique que j'aime bien, c'est je sais pas d'ailleurs si ça vient de la musique, mais je crois que c'était un compositeur qui avait dit ça. C'est dans un premier temps, tu comprends les règles, dans un deuxième temps, tu maîtrises les règles, et dans un troisième temps, tu brises les règles. Et tu fais ça dans cet ordre-là, parce que si tu te contentes de briser les règles... Exactement. Et du coup, un peu dans la même lignée, c'est quoi l'erreur que tu vois le plus souvent en copywriting qui est faite? Je dirais que il y a beaucoup de gens qui recopient encore des structures un peu à l'ancienne où les pages de vente finissent en fait par mettre un peu en doute sur la crédibilité du vendeur parce qu'elles ressemblent trop à des pages un peu spam qu'on a vu plein de fois sur internet. Okay. Tu vois la page où tu as le gros titre en haut en rouge avec le timer, cette offre disparaîtra dans machin, et la page elle commence par est-ce que vous avez un de ces problèmes, et tu as des bullet points avec tous les problèmes de la personne.
Ça, c'est les structures qui maintenant, les gens ils associent ça à la pop-up chelou qu'il y a quand tu traînes sur un site de paris en ligne ou je sais pas quoi. Alors que peut-être que le produit derrière qui est vendu, il est vraiment bon, mais juste si ta page de vente elle donne l'impression que c'est un spam, c'est mort quoi. Les gens ils vont jamais accepter de mettre leur carte bleue sur ton site quoi. Ouais. Alors que parfois il y en a qui veulent trop en mettre sur le copywriting en pensant que c'est un truc magique, alors que juste le fait d'avoir une bonne relation avec ton audience, que les gens te fassent confiance et tout, généralement c'est assez pour faire des ventes. C'est peut-être pas optimal, genre tu peux sûrement améliorer avec un meilleur copywriting, mais ça suffit en fait. Genre imagine un mec, je sais pas, on va prendre Squeezie, tu vois. Squeezie il vend pas des formations en ligne à ce que je sache. Maintenant, si demain il fait une vidéo de 15 secondes où il dit hey, j'ai créé une formation comment créer une chaîne YouTube, c'est tout, et il met un lien d'achat, il va faire 1 million de ventes juste parce que c'est Squeezie et que les gens ils l'adorent. Alors que s'il fait, il a même pas besoin de se casser la tête, faire une page de vente compliquée et tout, juste parce que les gens ils le kiffent. Donc parfois faut pas trop en faire en fait. Si si les gens t'aiment bien, déjà de base ils vont acheter chez toi quoi. Ok. Ouais, donc être en mode pas essayer de faire des surpromesses juste pour faire des surpromesses, mais juste faire les promesses qu'il faut quoi. C'est ça. Bah c'est ça le truc, c'est que le copywriting c'est un peu maintenant la compétence magique et tout. Donc il y en a qui se disent putain faut que j'y aille, vas-y je vais faire la grosse page de vente, sans se demander est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que je suis pas en train de me tirer une balle dans le pied en fait. Donc ouais, c'est aller sur un, comme t'as dit, allez, pas faire des surpromesses, mais aller sur le ce qu'il faut. Ok. Et dans la même idée, c'est quoi le meilleur conseil en copywriting qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil, c'est, on va dire, passer peut-être 20% du temps à écrire et 80% du temps soit à faire des recherches, soit à relire et tout. C'est-à-dire que la répartition du temps, c'est vraiment un truc qui ressemble à peu près à ça. C'est-à-dire que la partie qui fait peur, généralement, c'est l'écriture. Mais en fait, l'écriture, c'est pas le plus important parce que tu peux passer du temps à écrire, mais c'est pas le plus important. Ce qui va compter, c'est ce qui alimente ton écriture en amont, donc tes recherches. Et surtout, c'est le moment où tu vas repasser sur ta copie en ayant plusieurs angles de relecture. Bah déjà, est-ce qu'il y a des fautes? Ensuite, en la relisant à voix haute, est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça fait naturel? Est-ce que ça répond bien à tous mes objectifs? Est-ce que, voilà. C'est ces passages-là les plus importants. Donc, ça permet aussi un peu de démystifier la phase d'écriture parce que tu te rends compte que finalement c'est pas là-dessus que tu vas passer le plus de temps quoi. Ok, c'est intéressant, c'est un truc je pense qui revient pas mal, être en mode ça sert à rien de mettre 5000 mots pour mettre 5000 mots, enfin mettre plein de mots pour mettre plein de mots. L'idée c'est que les mots derrière il y a de la qualité, il y a du fond, pas juste mettre du texte pour mettre du texte, mais que le truc soit réfléchi derrière avec les techniques, etc. Bah, généralement la relecture, il y a un truc qui marche assez bien, c'est chaque phrase, si à la fin t'as l'impression que ça tombe un peu à plat ou que le lecteur peut se dire un peu en mode ouais et alors, bah la phrase tu peux la virer et probablement que tu peux en virer pas mal en faisant ça. Parce que souvent quand on écrit tous, on a tendance à vouloir en faire des tartines et à mettre plusieurs phrases de suite qui disent la même chose en fait. Alors que on s'en fout. Enfin, genre si quand tu lis une page web déjà tu lis pas, on va pas se mentir, tout le monde lit en diagonale et lit les gros titres plus de 3 phrases. Si tu mets 3 phrases de suite qui ont le même sens, le mec il va se dire bon c'est bon il radote, je pars quoi. Ouais, donc ça c'est aller à l'essentiel, une phrase égale une idée. Oui, c'est ça. Même carrément un paragraphe égale une idée. Oui, une phrase égale une idée c'est compliqué, mais un paragraphe égale une idée, ouais, clairement. Ok. Hop. Je crois que c'est les pires transitions que j'ai faites avec toi. C'est pas grave, tu fais au montage un petit effet et voilà. Ça passe non, mais le montage, ça va être juste moi qui dis transition. Je vais passer à la question suivante. Moi, la transparence, c'est une valeur qui est importante pour moi, donc je préfère être en mode bon, les gars, j'apprends à faire encore des interviews, à faire des trucs stylés et tout. Mais bref, en parlant de transition, on arrive à la avant-dernière question. Que j'ai essayé un peu d'adapter pour toi. D'habitude, je la pose sous forme de tableau géant. Je sais pas si tu connais cette question, elle vient de Tim Ferriss. Je sais pas si ça te parle. Non. Non, bah écoute, tant mieux, puisque de toute façon, c'est pas celle que je vais te poser, je vais te l'adapter pour toi. Imagine que demain, exceptionnellement, tu peux écrire un post LinkedIn qui sera vu par la Terre entière.
Ah, ok. Ok. Non, ça me fait. Voilà. Le tableau géant, c'est l'espèce de panneau sur Times Square où tu peux écrire ce que tu veux, en gros, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Ok. Mais du coup, adapté à LinkedIn, c'est imagine, t'as un post LinkedIn, demain tu le publies et il est vu par la terre entière. T'écris quoi dessus? Déjà, j'essaierai pas d'écrire à la terre entière. J'essaierai de parler, on va dire, un truc qui me tient un peu à cœur. J'essaierai de parler aux étudiants de la terre entière, peut-être, parce que c'est un truc qui me parle pas mal. Donc tu ferais une accroche avec qui serait basée sur les étudiants, quoi. Ouais, voilà. Ok. Et je leur dirais juste, posez-vous des questions, on va dire. Enfin, réfléchissez un peu, parce que généralement quand t'es étudiant, t'es un peu en pilote automatique, tu vois, tu suis le parcours et tout, tu te poses pas de questions. Et le pire truc qui peut t'arriver, je pense, c'est de sortir de tes études et de commencer à taffer et de te réveiller en te disant merde, enfin, je suis arrivé là un peu en automatique et j'ai jamais pris le temps de me demander ce que je voulais faire. Donc vraiment juste un post, les étudiants, posez-vous des questions et voilà, pour que le plus tôt possible, même en seconde, peu importe, tu commences à te dire bon, c'est quoi vraiment ce que je veux faire? Est-ce que c'est parce que je suis bon qu'il faut que je fasse des longues études ou parce que j'en ai envie? Est-ce que j'ai envie d'entreprendre? Est-ce que j'ai envie d'être salarié? Enfin, je pense que c'est un truc qui me tient pas mal à cœur, ça. Ok, donc c'est pas être en pilote automatique comme tu disais, mais c'est dire l'idée c'est est-ce que je suis là parce que j'ai envie d'être là ou est-ce que je suis là parce que les gens m'ont dit d'être là? Ouais, c'est ça, exactement. Ah, je comprends vraiment, moi j'étais exactement dans le même cas que toi, je sais si je dis pas de bêtises que t'as quitté tes études toi. Ouais. Et moi j'ai fait la même chose, donc on est deux. Mais moi je pense qu'on était un peu pareil en mode on était là et on se disait ok, pourquoi je suis là quoi, genre. C'est ça, c'est-à-dire que c'est encore pire quand t'es, on va dire, quand t'es plutôt bon, on te pose encore moins les questions, c'est-à-dire que les profs et tout le monde affirment un peu à ta place que bah, c'est évident que tu vas faire des bonnes études parce que t'es un excellent élève. Bah ok, peut-être que j'aurais plus de facilité à en faire, mais peut-être que j'ai pas envie aussi. Enfin, alors que le gars qui est, ouais, plutôt, ouais. Donc en fait, je me suis retrouvé en grande école sans trop savoir comment ça s'est passé. Ouais. Mais alors que tu vois, les mecs qui sont pas bons, dès la troisième, on commence à leur dire ah tu sais, il y a d'autres trucs, tu peux travailler, tu peux faire un CAP, machin, et c'est génial en fait. Mais on devrait proposer ça, on devrait proposer à tout le monde de réfléchir à ça, pas que aux mecs qui sont pas bons pour l'école classique, quoi. C'est un truc de ouf ça. Clairement, mais ouais, c'est. Après ça c'est le système scolaire, je pense pas on va rentrer là-dedans parce que sinon on va pas faire 3 heures de débat, mais pour résumer on va dire qu'il y a des choses à améliorer dans notre système scolaire. Exactement, et si j'avais un post LinkedIn, bon les étudiants sont peut-être pas encore trop sur LinkedIn à part quand ils commencent à chercher des alternances. Ouais mais là tout le monde le voit ton post, donc t'es sûr que les étudiants ils le voient. C'est vrai, ouais, même les nourrissons ils ont leur profil LinkedIn et tout, donc ouais, c'est juste demain, exceptionnel, ça arrive et hop. Ouais, bah voilà. C'est ça. Okay, ouais. Posez-vous des questions. C'est ça qui te touche vraiment à cœur. Ouais. En mode, ouais, allez, réfléchissez à votre vie, quoi. C'est ça. Je pense, je sais pas si tu connais cette étude. Moi, je sais que c'est un truc qui m'avait pas mal touché, marqué. C'est de David Laroche qui disait ça. Je suis un grand fan de David Laroche. Il disait que il y a 95% des gens qui arrivaient sur leur lit de mort en se disant putain pourquoi j'ai pas fait ça, quoi, en mode avec des regrets. Ouais, moi c'est un truc, ça me fascine beaucoup ce que les gens avant de mourir pensent et regrettent. Et je trouve, tu peux trouver ça un peu glauque parfois d'y penser trop, mais je pense que c'est bien de se le remémorer de temps en temps, de te dire bon là ok j'ai 21 ans, mais il y a un jour où je vais regarder en arrière, je vais me dire putain j'ai fait ça, peut-être que j'aurais préféré faire autre chose. Ouais. Et genre mon pire cauchemar c'est de me dire je suis passé à côté d'un truc, voilà. Donc j'essaie toujours de faire en sorte on va dire de prendre des décisions le plus tôt possible dès que tu peux, pas repousser et tout parce que tu sais pas ce qui peut se passer. Et pour voilà, comme tu disais, bah pas être si possible être dans les 5% qui n'ont pas de regrets ou à la fin, quoi. Clairement. Ouais, mais tu disais, ce truc sur la mort, moi c'est un truc que j'ai pas mal, mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, quand tu te dis je pense régulièrement à la mort, tu peux te dire un peu le gars il est dépressif, mais moi je fais la même chose et je comprends vraiment l'idée, mais en fait pour moi c'est pas y penser en mode c'est de la merde la mort, mais juste accepter la mort, ça c'est du stoïcisme littéralement. C'est un truc que j'aime bien faire, juste être en mode ok les gars on va mourir à un moment, ça sert à rien d'être en mode on est là, on est éternel et tout. Non, au contraire, voir ce truc, de faire ok je vais mourir, je l'accepte, qu'est-ce qui fait que j'ai envie que ma vie soit une belle vie, tu vois, que la vie elle est pas éternelle, tu peux pas faire des conneries toute ta vie, ne rien foutre de ta vie toute ta vie et arriver à la fin te dire
un jour ça va arriver, quoi, parce que si tu fais rien, quoi. Mais bon, Ouais. bien sûr c'est facile à dire, mais je pense que toi et moi on est pareil, quand tu dois faire des choix difficiles, tu te chies dessus, t'es en mode Non, mais c'est sûr, mais c'est une philosophie qui est pas infaillible, mais ça aide quand même à prendre des décisions et à sortir un peu du confort, quoi. Ouais, c'est ça, prends un pas de recul, dire allez, putain, merde. Et moi, je sais que j'ai un truc aussi qui m'aide pas mal au début. Enfin, pour moi, c'est peut-être le truc qui m'aide le plus pour prendre une décision, c'est que comprendre. Enfin, c'est que ma croyance, donc, c'est que mon point de vue. Mais pour moi, c'est impossible de prédire le futur, parce que tu regardes, par exemple, il y a plein de trucs. Déjà, il y a les trucs qui me fascinent avec l'effet papillon, c'est que tu prends un point de départ et tu déplaces le point de départ d'un centième de millième de millimètre. Tout le truc est déplacé, et se dire que, imagine maintenant, les valeurs de départ elles sont infinies parce que chaque personne a 30 millions de valeurs de départ. Donc comment est-ce que tu veux définir, te dire comment tu peux te dire ok, si j'arrête mes études dans 20 ans j'aurai plus rien, je serai à la rue, je serai mort, je serai foutu. C'est juste impossible de prédire le futur. Donc moi en fait je parle juste du principe que ok, aie un objectif quand même pour savoir vers où tu vas, mais sois pas en mode c'est sûr que j'y vais. Joue sur le présent et adapte-toi par rapport à ton présent, pas par rapport à ton futur, quoi. Ouais, ça. Bah, ma copine dit que c'est un truc que je répète beaucoup, mais avant de prendre une décision, juste tu te dis c'est quoi le pire truc qui puisse se passer si je prends cette décision, et te faire confiance que globalement tu retomberas toujours sur tes pattes d'une manière ou d'une autre. Enfin, à moins que tu fasses un truc qui t'emmène en prison, tu vois, globalement peu importe ce que tu fais, la pire chose qui peut t'arriver quand t'es en France, que t'es à peu près intégré dans la société, c'est je dois retourner chez mes parents, quoi. C'est vraiment le pire échec que tu puisses connaître normalement pour quelqu'un un peu comme toi et moi. Ouais, un peu dans notre cas bien sûr. Ouais. Oui, on parle pas de mecs qui vivent dans des pays en guerre et tout, mais quelqu'un qui est intégré socialement, qui a une famille et tout, le pire truc qui puisse t'arriver, c'est que tu sois obligé de retourner chez tes parents. T'as quasiment aucune chance de te retrouver à la rue en France si t'es pas marginalisé. Enfin, quand tu vois les choses comme ça, y a aucune excuse pour pas tenter quelque chose, quoi. Ouais. Et puis même, tu vois, moi je me dis, même si tu te retrouves à la rue, en fait, pour moi, ceux qui, j'avais écrit ça, un truc, j'ai écrit mon manifesto il y a pas longtemps pour mettre au clair mes valeurs et les trucs importants pour moi. Et c'est un truc pour moi, c'est le fondement, c'est la seule façon d'échouer, c'est d'être dans l'immobilisme. Genre, même si tu te retrouves à la rue, si tous les jours tu mets des actions en place pour essayer de t'en sortir, il y a forcément un moment où tu vas au moins croiser un gars qui va t'amener chez lui, ou alors tu vas te démerder pour trouver une méthode pour gagner un peu d'argent pour manger avec ton sandwich. Que la seule façon de rester à la rue, c'est de te mettre en boule et de plus bouger, tu vois. Dans l'idée d'abandonner, quoi, tu vois. Donc j'aime bien cette mentalité, être en mode tant que t'es dans le mouvement, que t'essayes de faire des choses et que t'as un objectif, tu peux pas échouer. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, mais moi c'est une mentalité qui m'aide à avancer, donc ça marche pour moi. Si ça peut aider d'autres gens, je partage. Voilà. Et du coup, dernière question. Dans tout ce qu'on a dit, dans tout ce dont on a parlé, si l'audience elle devait retenir qu'une chose, ça serait quoi? Bon, on va revenir sur le copywriting un petit peu parce que sinon je pense qu'on va encore parler 1 heure. C'est sympa de parler 1 heure, mais... Ah, mais moi ça me dérange pas de parler d'1 heure de tous ces problèmes-là, mais on va essayer de recentrer un peu, au moins pour cette réponse-là. Le plus important, c'est, on va dire, pour les personnes qui voudraient utiliser le copywriting dans leur propre business, c'est de se demander à quel point c'est vraiment nécessaire déjà de faire appel à un copywriter. Bien souvent, tu peux le faire toi-même. Et à quel point c'est nécessaire d'y aller avec la grosse artillerie, quoi. À quel point tu peux pas déjà te reposer sur la relation de confiance que tu as avec les gens et juste utiliser des principes de copywriting pour construire un argumentaire qui te ressemble et qui est cool, sans te dénaturer en fait pour vendre, quoi. Ok. Donc ouais, allez, ça serait prendre du copywriting quand tu as besoin du copywriting et pas quand tu trouves ça cool, quoi. Ouais, c'est ça. Pas voir ça comme un objet magique, mais c'est un outil que tu as à ta disposition. Maintenant, faut savoir l'utiliser bien, parce que si tu fais de la merde, bah ça peut te desservir, quoi. Ça peut être autre chose que positif, quoi. Ok. Et tu dirais que c'est quand le bon moment pour faire appel à un copywriter? Je pense qu'il faut déjà c'est un budget, donc faut être prêt à investir. Je pense que c'est pas la compétence la plus accessible quand on engage un freelance. Et faut avoir, je pense, déjà des
des notions soi-même en copywriting pour savoir un peu où tu veux aller quand même et pour avoir un peu un regard sur ce que le copywriter va te rendre. Parce que si tu sais pas du tout ce que c'est le copywriting, si tu sais pas ce que le mec il fait quand il te parle d'avatar client et tout, tu n'auras aucun moyen déjà de l'aider à aller plus vite dans son projet. Et quand il va te rendre la copie, tu comprendras pas en fait. C'est-à-dire que tu vas implémenter une page de vente sur ton site, une séquence d'emails, et tu comprendras rien du tout de ce qui se passe. Donc, faut que toi-même t'aies écrit tes propres emails, tes propres pages de vente, que tu te sois formé, et qu'ensuite tu dises, ok, je comprends, ça m'intéresse pas plus que ça de le faire, ou j'ai pas le temps de le faire, donc je vais déléguer. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Samy d'avoir pris le temps pour parler copywriting. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux pour le petit appel à l'action à la fin? Je pense qu'on a compris LinkedIn principalement et même LinkedIn tout court parce qu'il n'y a rien d'autre pour l'instant. Voilà, c'est LinkedIn et c'est tout. C'est LinkedIn et c'est tout. Au moins c'est clair, vous n'allez pas vous perdre. C'est ça, je vous mettrai en description son LinkedIn, comme ça au moins vous êtes sûr d'arriver au bon endroit. Mais là, vous cliquez, vous y êtes, pas de galère. Bon, bah merci beaucoup Samy d'avoir pris le temps de venir et de partager avec moi son copywriting, c'est très cool. Avec plaisir. Ok, c'est fini, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas et que vous voulez aller plus loin avec moi, sachez que je vous apprends à fidéliser votre audience. Pour ça, ça se passe premier lien en description dans ma newsletter. Vous aurez tout en détail, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je raconte. Mais vous recevrez des emails où on parle exclusivement de copywriting et de storytelling. Et comme je vous l'ai dit, le but c'est d'apprendre à fidéliser votre audience. Et en bonus, vous serez redirigé vers une page dans laquelle je vous explique comment j'écris mes propres vidéos en prenant un exemple concret d'une vidéo que j'écris. Tout ça, ça se passe premier lien en description, donc je vous laisse cliquer. Vous connaissez de toute façon, landing page, machin, tout ça, vous la faites pas. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, je vous mets une autre interview juste ici, dans un autre copywriter, je ne saurais pas encore qui, ce sera à moi de choisir au montage. Mais voilà, si cette interview vous a plu et que vous voulez aller plus loin, vous cliquez là. Et sur ce, moi je vous dis à toutes.